Bonsoir à tous et bienvenue à Naturel en Vercors. Une grande première pour le magazine Naturel et l'Office du tourisme de Villard-de-Lans et toute la communauté de communes du Vercors. Voilà, donc il n'y avait rien, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il n'y avait rien de plus naturel pour nous que d'organiser un salon du naturel dans ce beau massif, ce bel écrin de verdure qui est le Vercors. Voilà, et puis ce soir on a le grand honneur, l'immense joie d'accueillir Laurent Gounel, écrivain connu internationalement. Mais moi je vais m'arrêter là, je vais passer le micro à Alain Giraud, président du syndicat indépendant des sophrologues. Voilà, qui va continuer avec les présentations et lancer la conférence. Merci Martine. Eh bien, bonsoir Laurent, bienvenue sur le plateau de Naturel. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, alors, est-ce qu'on a besoin de présenter Laurent Gounel, écrivain, spécialiste, alors je lis sur mes notes, spécialiste des sciences humaines, formé en France et aux États-Unis. Vos livres expriment votre passion pour la philosophie, la psychologie et surtout le développement personnel. Vos précédents romans sont tous devenus des best-sellers, traduits dans le monde entier. Et il y a quelques mois, vous avez signé votre 7e roman qui s'appelait Intuition. Donc on va parler de l'intuition, on va développer peut-être, si vous êtes d'accord, on va développer cette thématique. Et peut-être rappeler que votre premier livre, c'était L'homme qui voulait être heureux, que j'ai beaucoup apprécié et qui a fait que depuis, on se connaît et on est resté en contact. Voilà. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que vous faites toujours passer des messages de développement personnel sous forme de roman. Pourquoi avoir choisi cette forme? Parce que j'aime le monde des idées et j'aime quand les idées s'incarnent dans la vie de tous les jours, pour en faire quelque chose, quoi. Et donc le roman offre cette possibilité, puisque finalement on peut faire vivre un certain nombre d'idées à des personnages, certes fictifs, mais dans lesquels on peut se projeter naturellement. Donc ces personnages vont expérimenter un certain nombre de choses, vont vivre des choses, vont traverser des situations qui pourraient être les nôtres aussi, ce qui nous permet d'apprendre de façon indirecte et métaphorique. Mais pour moi, vraiment, l'important, c'était de faire vivre les idées, de les incarner dans la vie, quoi. Oui, vous pensez que les gens sont beaucoup plus sensibles si c'est sous forme de roman, ils lisent plus volontiers. Moi, je lis autant de romans que d'essais, pour tout vous dire, quoi. Et j'aime les deux, mais les essais s'adressent à ma tête, vous voyez, quelque part, quoi. Là où un roman va s'adresser à ma tête s'il comporte des idées intéressantes, hein, pas toujours le cas, quoi, mais il s'intéresse aussi à mon cœur, quelque part, quoi, il va me toucher, je vais ressentir des émotions. Et donc quand des émotions accompagnent des idées, bien souvent ça renforce quelque part le message, quoi. C'est pas évident à construire, quoi. Mais quand ça fonctionne, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais quand ça fonctionne, je pense que c'est un peu plus puissant. D'accord, alors revenons à votre 7e ouvrage, L'intuition, qui traite de l'intuition. Donc, ce sujet vous passionne-t-il particulièrement? Pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, en fait, tout a commencé il y a maintenant 7 ans, un petit peu plus de 7 ans. Je crois que c'était lors d'une conférence que je donnais à Paris, un peu comme aujourd'hui, vous voyez. Puis à la fin, il y a un inconnu qui vient me voir et qui me dit, voilà, je suis un spécialiste de l'intuition et plus spécialement du remote viewing, qui est une méthode, dont on va dire quelques mots tout à l'heure. Et il me dit, je propose de vous former gracieusement à cette méthode pendant 3 jours en tête-à-tête, quoi. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette méthode, j'avais lu un article dessus quelques années auparavant, donc ça m'intéressait, hein, puis je suis de nature plutôt curieuse, quoi. Bon, maintenant, je sais pas vous, et moi, un inconnu vient me voir, me propose de passer 3 jours avec lui, je fais un chouïa sur la défensive, on va dire. Et donc, moi, j'ai un peu botté en touche, que j'ai pas dit non, mais j'ai pas non plus dit oui, voilà, un peu de réponse de Normand, quoi. Et puis en plus j'étais très pris, donc j'étais pas libre dans l'instant, quoi. Et il est revenu vers moi quelques mois plus tard.
Et là, j'ai craqué. Donc j'ai dit, ok, c'est bon. Donc j'ai loué une salle, en fait, près de chez moi. Je voulais quand même avoir un contrôle sur le lieu, d'accord. Au cas où. J'ai loué une salle, et donc il m'a initié à cette fameuse méthode dont je vais vous parler dans quelques instants. Et donc j'ai passé en effet 3 jours avec lui. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, c'est un truc de dingue, ça, c'est juste incroyable. Il faut absolument que j'en fasse un roman, quoi. Il faut partager ça, quoi. Sauf que j'ai pas eu l'idée d'histoire, quoi. Comme je le disais il y a 2 minutes, moi j'écris sous forme de roman, hein, vous le disiez Alain, quoi. Et donc, oh là, le son s'amplifie bizarrement, subitement. Ok. Je sens que le Larsen n'est pas loin. Donc j'ai cherché l'histoire qui pouvait porter ça, qui pouvait me permettre de raconter cette méthode, et j'ai pas trouvé. Du coup, je suis passé à autre chose, j'ai écrit un autre roman sur un autre thème, et puis il s'est écoulé quelques années, et un jour, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, j'ai eu l'idée, parce que je n'avais pas abandonné cette volonté de partager ça, et j'ai eu l'idée d'un roman qui puisse me permettre en effet de transmettre cette méthode à travers une histoire, quoi, adéquate. Donc là, j'ai rappelé l'homme en question, l'inconnu en question, qui depuis n'était plus un inconnu, c'était un peu devenu un ami, d'ailleurs, on se voyait régulièrement. Et je lui ai dit, là maintenant, il faut que tu me formes encore plus, quoi, parce que je veux maîtriser vraiment la méthode avant d'en parler, quoi, sinon ce ne serait pas vraiment honnête, quoi. Donc j'ai passé de mémoire 9 jours encore en tête à tête avec lui, pour vraiment maîtriser cette chose. Et vous avez mis 2 années pour l'écrire. Et j'ai mis 2 années pour écrire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la technique. Est-ce que le son, c'est pas trop désagréable, ça vous va? Je crois que le jeune homme y va. Ok, super. Et donc oui, j'ai mis 2 ans, mais ça c'est assez habituel chez moi pour écrire ce roman. Lors d'une interview précédente, vous m'avez dit, lorsque l'intuition surgit dans notre esprit et se révèle exacte, on a tendance à la voir comme un hasard qui tombe bien. Alors, mais en fait, le hasard existe-t-il? Alors ça, c'était en effet ma réaction avant. C'est-à-dire avant, quand il m'arrivait un truc du genre, je pense à un ami ou à une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, et subitement le téléphone sonne, je décroche, et c'est elle ou c'est lui, quoi. D'accord? Donc ça, je me disais, j'ai eu l'intuition, quoi. Mais je disais ça, mais en fait, au fond de moi, je me disais, c'est du hasard. Moi, je suis quand même de culture scientifique, donc pour moi, l'intuition n'existait pas, même si je disais volontiers que j'en avais, quoi. D'accord? Au fond de moi, je me disais, non, c'est une jolie coïncidence, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, je sais que, non, c'était pas une coïncidence, c'est juste un accès à l'information, donc qu'on appelle intuition, et on va en parler dans quelques minutes, quoi. Donc c'est pas du hasard. Est-ce que pour autant le hasard n'existe pas? Je ne peux pas l'affirmer, il y a peut-être des choses qui sont du hasard, mais en tout cas, il y a 20 ans, vous m'auriez posé la question, j'aurais presque haussé les épaules en disant évidemment que le hasard existe, et peut-être même que votre question m'aurait agacé, aurait agacé mon côté rationnel, et aujourd'hui, voilà, je suis tenté de le croire moi aussi. Et oui, alors le hasard nous a dit tout à l'heure, nous a mis sur le chemin en 2015, sur le chemin du plus grand spécialiste européen de l'intuition. Et vous parlez d'une méthode, vous avez découvert une méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, développer un peu cette méthode? En quoi consiste-t-elle? Mais volontiers, mon cher Alain. Eh bien, en fait, tout est né aux États-Unis dans les années 70. Alors, ça pourrait vous étonner qu'une méthode qui a 50 ans soit inconnue du grand public, d'accord? En fait, il y a une raison à cela. Tout a commencé dans les années 70. C'était un physicien de mémoire du nom de Harold Puthoff qui rencontre un artiste. Alors lui, il travaillait au SRI, c'est le Stanford Research Institute, c'est une émanation de l'université américaine de Stanford, donc d'accord, une prestigieuse université. Donc il rencontre cet artiste qui s'appelle Ingo Swann, et cet artiste avait cette capacité assez mystérieuse d'être tout à fait capable de décrire un objet mystère qu'on lui cachait dans la pièce à côté. Donc au début, évidemment, le scientifique n'y croit pas, quoi. Il demande une démonstration, sauf que ça marche, quoi. Ça marche, donc il est complètement bluffé, quoi. Et il veut comprendre, une démarche bien scientifique, vous l'avouerez, il veut comprendre, et donc il se met en tête de lancer un programme de recherche pour creuser la question. Donc sauf qu'on est à Stanford, évidemment, l'intuition, c'est quand même, ça a trait au paranormal, donc c'est quand même très mal vu dans les sphères académiques, d'accord? Donc il a du mal à réunir des budgets, vous l'imaginez, pour investiguer la question. Il y parvient néanmoins, tant bien que mal, même s'il rame pour ça. Donc il lance en effet un programme de recherche.
Et puis, ça dure quand même 2-3 ans, je crois, avant de pouvoir publier quelque chose et de commencer à avoir des résultats vraiment probants, quoi. Et puis, un jour, on sonne à la porte, ou on frappe, je sais pas, à la porte du labo, quoi. Et il y a vraiment, comme dans un film, deux hommes en costume noir, raconte-t-il, avec des cravates, quoi, qu'il ne connaît pas, et qui arborent un badge de la CIA, et qui lui disent, voilà, on a lu votre publication, ça nous intéresse beaucoup. Et ça nous intéresse tellement qu'on vous propose de continuer ces recherches dans le cadre de la CIA, en fait, et on vous les finance. Donc ça, c'était un peu le mot magique pour lui, qui ramait tous les ans depuis 2 ou 3 ans pour boucler ses budgets. Donc il accepte, et là on lui dit, ah mais au fait, on vous a pas dit, mais ce sera à partir de maintenant classé secret défense. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous connaissiez pas la méthode, peut-être, jusqu'il y a quelques années encore. Donc là, c'est secret défense, et puis d'ailleurs, lui disent les agents de la CIA, on va déménager le labo, hein, maintenant vous quittez Stanford, on va vous installer sur un site militaire, donc à Fort Meade, c'est à 3/4 d'heure à l'est de Washington. Donc terrain militaire qui abrite aujourd'hui la NSA, vous savez, les grandes oreilles américaines qui nous écoutent tous. Et donc voilà, il lui donne des baraquements, j'ai vu la photo du lieu, c'est incroyable, c'est vraiment des baraques en bois, vous voyez, ils sont pas fait pour ça. Sauf qu'il lui donne de gros budgets. C'est chaque année, le Congrès américain va voter en secret un budget de plusieurs millions de dollars qui sera reconduit chaque année pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, ces gens-là vont travailler dans le plus grand secret pour la CIA. Alors pourquoi pour la CIA? Parce que la CIA avait, parce qu'ils écoutent tout le monde, évidemment, le monde entier, pas tout le monde, mais voilà, et ils font de la veille, et ils avaient su que les soviétiques à l'époque, hein, rappelez-vous, c'était la guerre froide, les soviétiques investissaient l'équivalent en roubles de millions de dollars pour des recherches similaires. Et ils se sont dit, bon, c'est peut-être des conneries, mais si c'en est pas, quoi. Si ça marche vraiment, ce serait ballot quand même d'être largué, quoi. C'est aussi vraiment les soviétiques ont cette capacité d'identifier un certain nombre d'éléments, des cibles stratégiques. Il ne faut pas qu'on se laisse distancer. Donc c'est comme ça qu'ils ont convaincu le président des États-Unis et le Congrès américain de lancer aussi en parallèle leurs propres recherches, quoi. Donc c'est ce qui a été fait, et en effet, donc ce scientifique, Puthoff, a mis au point une méthode. Alors il a compris comment faisait cet artiste, d'accord, il a réussi à le modéliser, à mettre au point une méthode. Par contre, il n'a jamais réussi à démontrer comment ça fonctionnait. Ou plus précisément, comment l'intuition vient à nous. Donc l'intuition, c'est quoi? Bon, on peut tenter de la définir ensemble. C'est un accès à l'information, n'importe quelle information, et des informations notamment qui ne sont pas directement accessibles par nos sens, d'accord, ça n'a aucun intérêt. Donc des choses qu'on peut ni voir, ni entendre, ni toucher, ni sentir, ni goûter, d'accord, et néanmoins accéder à ces informations. Donc il a réussi à mettre au point une méthode qui permet de le faire, mais on ne sait pas exactement comment ça marche. C'est-à-dire la méthode vise à rééquilibrer, paraît-il, l'usage des 2 sphères de notre cerveau, parce qu'on se rend compte que c'est à ce moment-là que l'information vient le plus à nous. Ils se sont rendus compte aussi que l'information se manifestait dans le corps. Comment? Par des micro-mouvements du corps. Et ça varie d'une personne à une autre. Et pour moi, par exemple, c'est beaucoup dans le beat que ça se passe. Je ressens des choses dans le ventre. Pour d'autres, ça va être des tremblements dans la main. Pour d'autres encore, il paraît que ce sont des mouvements des cils. D'accord, dans différentes parties du corps. Et tout le jeu, évidemment, consiste à faire remonter cette information du corps vers l'esprit, quelque part à la conscience. D'accord, donc ça émerge dans le subconscient, puis il faut que ça vienne là, dans notre conscience pour qu'on capte véritablement l'information et qu'on puisse en faire quelque chose. D'accord, donc la méthode vise à cela, vise à conduire cette information du corps vers l'esprit. Mais on ne sait pas exactement d'où vient l'intuition. Il y a eu plein d'hypothèses et des recherches vraiment, vraiment incroyables qu'ils ont faites. À un moment donné, ils pensaient que ça pouvait venir par ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affrété un sous-marin. J'adore que les Américains aient toujours des gros moyens. Bon, certes, il y avait l'armée derrière, quoi, évidemment. Donc ils ont affrété un sous-marin. Ils ont mis une Ghost One dans le sous-marin. Ils ont plongé le sous-marin à une profondeur calculée pour minimiser le passage des ondes électromagnétiques. Et puis ils lui ont fait, j'allais dire deviner, mais c'est pas de la devination, quoi. Ils lui ont fait capter des informations qui étaient mises en surface, d'accord. Et sauf que ça a marché, ça a fonctionné. Donc c'est pas des ondes, c'est pas de l'électromagnétisme, mais on sait toujours pas comment ça marche, d'accord. Donc on en est au stade des hypothèses encore. Donc les hypothèses sont essentiellement fournies par des physiciens, et les physiciens nous disent que peut-être
il n'y a pas un seul univers, mais il y a des multivers. Et finalement, l'information du passé, du présent et même du futur, parce qu'il se trouve qu'on peut aussi, par intuition, capter des éléments, des choses sur l'avenir, même si c'est encore plus troublant. Eh bien, toutes ces informations seraient présentes finalement dans les sortes d'univers parallèles autour de nous. Donc finalement, on baignerait dans cette information qui pourrait même passer dans notre corps et remonter à la surface dans notre esprit. Voilà, mais ça, j'emploie le conditionnel, parce que ça, par contre, c'est pas prouvé scientifiquement. On a prouvé que l'intuition existe, c'est facile, mais on n'a pas prouvé comment ça fonctionnait. Ben écoutez, à vous écouter, j'ai envie de vous proposer cette définition de l'intuition. L'intuition serait une sorte de perception immédiate d'une vérité qui vous envahit, subitement, sans l'aide du raisonnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça se manifeste dans le corps. Et puis hop, ça arrive à l'esprit. Mais je pense que vous l'avez tous vécu d'ailleurs, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'au-delà de la méthode, nous avons tous cette capacité, on l'ignore parce qu'on n'a pas appris à l'école, on n'a jamais dit qu'on avait ça en nous, mais en fait on l'a tous. Alors j'aimerais faire un petit sondage d'ailleurs. Je donnais tout à l'heure cette anecdote de la personne à qui je pensais, et puis à ce moment-là le téléphone sonne. Donc je voudrais savoir si ça vous est arrivé, vous aussi, ce genre de choses. Alors je ne parle pas de votre maman qui vous appelle tous les jours. Voilà, vous étiez là, peut-être chez vous, et puis, ou ailleurs, et puis vraiment une idée vous traverse l'esprit, c'est vous pensez à quelqu'un. Et votre téléphone sonne, cette personne appelle. Alors à qui c'est arrivé? Voilà, retournez-vous pour voir la salle. Vous voyez, donc il y a au moins 90% des gens à peu près. Bon, ben ça c'est juste de l'intuition. Vous voyez, donc vous avez en vous cette capacité, et sachez que vous pouvez intuiter n'importe quoi. C'est là, n'importe quelle information peut revenir à votre esprit comme ça. Donc la méthode permet de le faire sur commande. On pourrait la qualifier de sixième sens, en fait. Oui, sauf que il paraît, m'a expliqué Alexis Champion, donc ce fameux spécialiste qui lui-même s'est formé aux États-Unis auprès des gens de l'équipe d'Harold Puthoff, dont plusieurs sont toujours en vie. Lui dit c'est pas un sens véritablement, mais c'est parce que c'est une capacité qui utilise nos sens. Ça utilise nos sens. Pourquoi? Parce que l'information va venir à nous de manière sensorielle brute. Et c'est ça qui est difficile d'ailleurs, parce qu'elle vient de façon un peu dénuée de sens. Je peux vous raconter en deux mots la méthode. Elle est très structurée, assez longue, mais juste pour que vous ayez une image un peu plus précise. En fait, je vous ai dit, ça se manifeste dans le corps. L'idée de canaliser en fait tous ces micro-mouvements vers l'unique main. Pourquoi la main? Parce que c'est pratique, on peut armer la main d'un crayon, d'un stylo ou d'un feutre en l'occurrence, et donc on peut en faire quelque chose. D'accord? Donc en fait, vous avez un feutre à la main, une feuille blanche devant vous, et vous allez laisser vous connecter à même si on ne sait pas dire comment on se connecte, vous vous concentrez sur l'information que vous cherchez et vous laissez votre main partir. Donc pas pour une écriture automatique, c'est juste pour un dessin. Vraiment, vous laissez la main partir et elle va faire n'importe quoi. D'accord? Donc déjà, c'est facile à dire, mais c'est... N'importe quoi, c'est un mot juste. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce qu'elle va orienter notre choix vers une solution ou une autre. Tu veux dire l'intuition? Oui, l'intuition. Oui. Alors, j'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis au dessin. Donc, là, le dessin, on laisse la main partir. Il vient de l'intuition, le dessin, il le fait... Oui, tout à fait. En fait, il permet d'exprimer ce qui se manifeste dans le corps, d'accord, ces mouvements. Et après, on va analyser le dessin pour comprendre quelle est l'information cachée. Sauf que, donc, il faut vraiment laisser la main partir librement. Et c'est facile à dire, mais c'est super dur en pratique. Moi, il m'a fallu peut-être une matinée pour apprendre à lâcher à peu près prise sur mon mental, en fait, qui contrôle ma main. Je sais pas vous, mais moi, c'est mon cerveau qui contrôle ma main en général. Et là, il faut laisser partir comme ça. Donc, c'est très, très difficile, d'accord? Parce que même si je me dis, ok, je laisse faire, je fais n'importe quoi, n'empêche que je voulais faire n'importe quoi qui ressemble vraiment à n'importe quoi, en l'occurrence, donc je contrôlais, quoi, d'accord? Donc, c'est très dur, en fait, ok, de vraiment lâcher prise, quoi. Donc voilà, vous y parvenez au bout d'un moment avec de l'entraînement, vous avez donc un zik-wik-wik qui ressemble à rien, d'accord, et vous l'analysez. Et donc là, on vous explique que moi je travaillais sur un lieu au début. Pourquoi un lieu? Parce que c'est pratique, on peut le prendre en photo. Donc Alexis Champion, en l'occurrence, choisissait un lieu au hasard, et puis il en prenait la photo, qu'il mettait dans une enveloppe craft, donc tout à fait opaque, qu'il posait sur la table devant moi. Donc j'avais aucun indice, absolument aucun indice. Et ma mission était de décrire ce lieu le plus précisément possible. D'accord, donc à partir de là, de ce dessin, de ces gribouillis qui ne veut rien dire, eh bien, donc il m'explique que lorsqu'il y a les clés de décodage, par exemple, s'il y a un élément sinusoïdal, d'accord, comme ça,
ça signifie qu'il y a une présence d'eau dans le lieu, enfin, dans l'information qu'on cherche. D'accord? Bon, ok, pourquoi pas. Si c'est plutôt, il y a des angles, oui, c'est un peu anguleux, ça signifie qu'il y a une structure, donc un élément créé par l'homme. Ça peut être, je sais pas, une maison comme ici, une usine, tout ce que vous voulez, quelque chose de créé par l'homme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des éléments, des lignes courbes, ça signifie présence de paysage. Donc il y a plein de choses comme ça, d'accord? Et donc vous avez des clés de décodage. Et en fait, et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, on va encore plus dans le zarbi, hein, je vous préviens. Vous prenez votre bic et vous devez tapoter, il appelle ça prompter, la courbe, enfin le trait que vous avez dessiné sur le papier, en différents endroits, et puis noter ce que vous ressentez. Je me souviens un peu un fois qui m'a dit ça, je dis bon, ok, d'accord, je prends mon feutre, je tapote. Il me dit, mais qu'est-ce que tu ressens? C'est dur, hein, la table est dure, donc le papier n'est pas rembourré, donc forcément c'est dur, quoi. Voilà, c'est rationnel. Hein, donc il me dit, tu écris, c'est dur sur la feuille. Alors, tout est très codifié, il faut écrire sur une colonne au centre de la feuille, donc j'écris dur. Ok. Il me dit, tu vas continuer, mais sur d'autres zones de ce trait, quoi. Je dis, ok, mais c'est la même page sur la même table, a priori je vais ressentir la même chose, quoi. Vas-y. Okay, pas contrarié, je tapote à un autre endroit. Et là, c'est bizarre parce que je capte pas exactement la même chose, quoi. C'était, ça restait dur, mais c'était pas aussi dur, c'était un tout petit peu différent, quoi. Donc j'ai dû trouver l'adjectif qui décrivait au mieux ce que je croyais percevoir, quoi. Je ne sais plus ce que c'était, quoi. Puis je l'ai écrit, quoi. Et puis j'ai continué à d'autres endroits, et c'est vrai qu'il y avait des variations assez subtiles, hein, notez bien, mais il y avait quand même des variations qui justifiaient en effet l'emploi d'un autre adjectif sensoriel pour décrire ça. Donc voilà, je me retrouve avec quelques adjectifs pour décrire les différentes zones de ce trait, quoi. Et puis ensuite, on part dans... Alors j'ai appris après que ça servait justement à rééquilibrer l'usage des deux hémisphères. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais juste bon élève, j'ai appliqué un peu bêtement le truc. Et après, on part dans une deuxième phase où là, vous êtes vraiment purement en réception. Vous posez une question qui est toujours la même, qui est « c'est comment ?» C'est comment l'information qu'on recherche. Donc, bon, c'était un lieu, d'accord. Donc c'est comment ce lieu? Vous posez la question à l'univers, j'ai envie de dire, et vous notez ce qui vous vient à l'esprit. D'accord? Alors ça peut sembler très simple. En fait, ça l'est et en même temps c'est compliqué. C'est compliqué tant que vous restez dans le mental, ce qui était évidemment mon cas. Je restais dans le mental et parce que là vous cherchez à analyser, à comprendre, à contrôler, parce que ça vous semble pas très logique que des informations viennent à vous comme ça, d'accord? Donc des informations viennent, vous dites c'est comment, mais c'est difficile de rester neutre, d'accord? Donc par exemple, moi je me souviens une des premières informations c'était je voyais des choses verticales, donc voilà, je devais noter c'est vertical. Et puis je voyais des choses, je sais plus, je crois qu'il y avait des couleurs, donc je notais les couleurs. Et puis très très vite, il y a une idée qui me traverse l'esprit, je vois une île déserte avec des cocotiers. Donc je me dis, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que c'est, j'ai une image très précise, moi je suis assez visuel. C'est une image très précise, c'est une île déserte avec des cocotiers. Et là, il m'a dit, non, mais laisse tomber, tu n'es pas capable à ce stade de capter aussi précisément et aussi vite l'information, ça c'est une création mentale. C'est normal, c'est ton esprit qui s'empare en fait des premières informations sensorielles captées et qui en fait quelque chose. D'accord? Et c'est en cela où c'est très difficile, en fait, que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'être humain aime donner du sens aux choses, donc on interprète en permanence. On le fait tous dans la vie. D'ailleurs, on le sait bien, c'est à l'origine de la plupart de nos conflits, d'accord, interpersonnels. On interprète les paroles de l'autre, les expressions de visage, etc. Évidemment, on se trompe la plupart du temps, même si on est convaincu d'avoir compris, quoi. Et c'est la source de nombreux conflits, d'accord. Donc pour l'intuition, c'est pareil. Donc vous captez les choses, vous voyez les couleurs, vous allez dire c'est bleu, c'est mouillé, c'est grand, c'est dur, c'est je ne sais comment, et tout de suite votre mental, votre cerveau s'empare de ces bribes d'informations pour essayer d'en faire quelque chose. Donc en l'occurrence, c'était pas une île déserte, mais j'avais pris les premiers éléments pour échafauder une image qui était fausse, quoi, d'accord? Donc le plus dur, en fait, quand vous mettez en œuvre cette méthode, c'est de cesser d'interpréter, quoi. Et c'est super dur. En fait, il faut être dans un état bébête. D'accord, comme si vous êtes vraiment un débile mental qui ne comprend rien et qui se contente de recevoir. Ah, c'est bleu, moi je note bleu, quoi, je ne cherche surtout pas ça à en savoir plus, quoi. C'est comment? Ah, c'est chaud, je note chaud, etc. Moi, il m'a fallu des jours et des jours. C'est plutôt lors de la deuxième formation que vraiment j'ai appris à lâcher prise. Maintenant, c'est simple, parce qu'en fait, il suffit d'être bête, vous voyez, de se dire, ok, c'est comment, et je prends ce qui vient, et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Expérimentez-le, hein, c'est vraiment très simple.
quand on accepte de cesser d'être intelligent. D'accord, ça vient à vous naturellement, vous dites, mais en fait c'est bête comme chou l'intuition. D'accord. Donc voilà, pour moi c'était laborieux au début, donc il me guidait dans le lâcher-prise. Et puis bon, juste pour finir cette description de séquence, quoi, je me souviens du résumé que j'ai dû écrire, parce que quand plus rien ne vient, vous devez écrire un résumé. Donc c'était un résumé de termes sensoriels, hein, donc en l'occurrence c'était vertical, il y avait des choses verticales assez parallèles. Je voyais aussi comme des traits horizontaux parallèles. Je voyais un peu de mouillé mais plutôt vers le bas. Je voyais un peu de lumière vers le fond. Vous voyez, ça ressemblait à rien en fait. J'ai écrit un résumé qui ne décrivait pas vraiment le lieu, puisque je n'aurais pas su dire qu'est-ce que c'était en fait, que ce lieu mystère. D'accord. Donc voilà, pour moi c'était quand même, ça restait très abstrait. Il m'a dit quelque chose du genre, c'est ton dernier mot. Je lui ai dit, mais oui. J'ai posé mon feutre et il a ouvert l'enveloppe. Et là, il sort quoi? Il sort la photo d'une cave d'affinage de fromage. Grosse déception. Il n'y avait pas de cocotier, d'accord. Bon, ça, il m'avait déjà dit que c'était pas ça, mais surtout, j'avais visualisé d'autres choses. Et ça ne ressemblait en rien à ce que j'avais visualisé. Donc je lui ai dit, bah, je suis vraiment désolé, mais ça n'a pas marché, quoi. Et il m'a dit, mais relis ton résumé, quoi. Okay, je relis mon résumé et je trouve une description quasi parfaite de l'image qui était sous mes yeux. Hein, vous l'avez deviné, les lignes horizontales parallèles, c'était les étagères, hein, les montants verticaux, c'était les montants des étagères, enfin les lignes verticales, c'était les montants des étagères. Puis il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol. J'ai oublié de vous dire que j'avais vu des formes rondes multiples. Dommage, loupe la chute. C'était les fromages. Puis il y avait une petite lucarne dans le fond, c'était la lumière, quoi. Et là, quand j'ai compris le lien entre cette description et l'image que j'avais sous les yeux, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Parce que ce qui venait de se passer, pour moi, était juste impossible. Ça ne correspondait pas, vous voyez, à mon cerveau scientifique. C'était pas possible. Je me suis mis vraiment à trembler, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un truc de dingue, quoi. Je me souviens, je lui ai dit, mais tu fais un métier de dingue, quand même. Il m'a répondu, mais non, c'est tristement banal, quoi. Il fait ça à longueur de journée, donc ça n'impressionne plus, vous voyez. Donc voilà, on a continué. Alors, après, la méthode va beaucoup plus loin, évidemment, parce qu'au-delà des lieux, on peut en fait tout capter, quoi, toute information, y compris sur des personnes, on peut capter des émotions, on peut capter plein de choses, quoi. C'est assez fascinant. Donc à vous écouter, on peut comprendre que l'intuition est synonyme de créativité. Et que, en plus, j'ai comme l'impression qu'elle est votre guide dans l'écriture de vos romans. Alors, oui, votre question est intéressante. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre l'intuition et la créativité. Et en même temps, depuis que j'ai été formé à ça, je me demande si vraiment je suis si créatif que ça, quoi. En fait, j'ai même maintenant, le sentiment, c'est presque la conviction que c'est pas moi qui écris mes livres, en fait. Enfin, c'est moi qui forme les phrases, évidemment, j'ai pas de nègre, mais les idées, elles viennent pas de moi, quoi. Je peux plus croire ça. Donc mon ego en a pris un coup au passage, quoi. Mais j'ai même quelques anecdotes à vous raconter, si vous voulez, quoi. Il y a l'un des livres que j'ai écrit, d'ailleurs juste après avoir été formé à ça, c'est Je te promets la liberté, c'est quand j'avais pas trouvé l'idée pour en faire un roman, hein, d'accord, qui est venu plus tard, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. Donc j'écris Je te promets la liberté. C'est une histoire qui se passe sur un bateau qui est amarré sur les quais de la Saône à Lyon, d'accord. Donc toute l'histoire se passe sur ce bateau, quoi. Et très rapidement, il y a une idée qui me traverse l'esprit, qui est que l'héroïne, qui s'appelle Sibylle, est d'origine djiboutienne. Ok, moi j'ai appris à accueillir les idées, ok, donc je note. Parce que moi quand j'écris, en fait, j'écris pas véritablement tout de suite, ça c'est dans un deuxième temps, enfin même dans un troisième. D'abord je suis en phase créative, c'est toujours des mois, souvent presque un an, où je note les idées de personnages, de scènes, tout me vient et dans le désordre, d'accord, dans le désordre le plus complet. J'ai une idée de scène située à la fin et le début va me venir après, quoi, d'accord. Et ça fait 15 ans que ça dure, quoi. Les idées me viennent dans le désordre, quoi. Donc une idée arrive. L'héroïne est originaire de Djibouti. Pourquoi pas, je prends, j'accueille, je note tout. Et puis au bout de quelques mois, je n'avais pas encore commencé l'écriture. Je me dis, quand même, à quoi ça rime? J'aime que les choses aient du sens. Hein. Je vous ai dit, je suis quand même assez rationnel à la base, quoi. Donc je me dis, pourquoi Djibouti, quoi? Toute l'histoire se passe à Lyon, sur un bateau, enfin, ça n'a pas de sens, quoi, d'accord. Donc je fais une recherche sur Google, je tape Djibouti et je cherche l'origine étymologique du mot, quoi, que je ne connaissais pas, quoi. Et là, je découvre que l'origine étymologique de Djibouti, ça vient de l'arabe ancien, que je ne parle pas, que je ne lis pas non plus. Et ça signifie quoi? Ça signifie, est-ce que le bateau est arrivé? Toute l'histoire se passe sur un bateau, quoi.
Mais je ne connaissais pas, je vous le jure, cette origine étymologique. Donc c'est pas un calcul de ma part, vous voyez. L'idée m'est venue comme ça, donc c'était une forme d'intuition, je pense. L'idée m'est venue comme ça, mais je n'ai pas réfléchi pour ça. Okay. J'ai une autre anecdote concernant ce même livre. Je suis assez pote, même très pote, avec Bernard Werber, donc un autre romancier, comme vous le savez. Donc on se voit régulièrement, mais on ne parle jamais du livre qu'on est en train d'écrire. D'abord, moi je suis hyper secret, quoi. Personne ne sait rien sur mon livre, à part ma femme. Et parce que là, une idée désagréable me traverse l'esprit, d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'elle ait parlé à Bernard Werber. Donc, vous avez une intuition. Je vais lui en parler quand même ce soir. Et donc, on s'échange de livres à parution. Et parce que lui était en train d'écrire un livre, et son livre, lui, qui s'appelle La boîte de Pandore, sort 2 jours avant le mien. D'accord, c'est en octobre 2018. Donc, on s'offre nos livres à parution. Et moi, je me plonge tout de suite dans la lecture du sien, qui est excellent d'ailleurs. Et là, je tombe sur les fesses. Parce que mon histoire se passe sur un bateau, son histoire se passe sur un bateau. C'est un bateau-restaurant, lui aussi c'est un bateau-restaurant ou bateau-spectacle. Mon bateau porte un nom mythologique, le Pygmalion, et son bateau porte un nom mythologique, la boîte de Pandore. Mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui change de vie tous les jours sous hypnose pour changer de personnalité. Et lui, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose pour visiter des vies antérieures. Et je vous garantis qu'on n'a pas échangé un seul mot sur ces histoires. D'accord, c'est assez troublant quand même. D'ailleurs, j'ai une autre histoire qui concerne encore Bernard Werber. C'est mon dernier livre, Le Réveil. Je l'envoie comme d'habitude, enfin, je le fais envoyer par service de presse à Bernard. Et il m'appelle le jour où il le reçoit. Il ouvre sa boîte aux lettres alors qu'on était au téléphone. Il dit, ah ben ça y est, il est arrivé. Il le prend, il monte chez lui, il l'ouvre. Et il me dit, ah, c'est marrant, tu cites Édouard Bernays. Je suis sûr que vous ne connaissez pas Édouard Bernays. Il est inconnu au bataillon, vous avouerez. Okay. Et Bernard me dit, ah ben c'est drôle, j'en parle dans mon prochain livre. Étonnant, n'est-ce pas? Donc vous voyez, les idées ne viennent pas de mon cerveau, et donc je pense que vous avez raison, Alain, quand vous faites un lien entre la créativité et l'intuition. À mon avis, voilà, les romanciers sont juste des intuitifs. Vous êtes un intuitif. En fait, on l'est tous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a tous cette capacité, et si vous ne l'utilisez pas, c'est juste que vous ne savez pas que vous avez cette capacité en vous. Bon, parlons un peu de ce 7e roman, L'intuition. Est-ce que vous pouvez, qui est sorti depuis quelques mois en librairie déjà, hein, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelle est l'histoire, sans en dévoiler l'intrigue? Comment ça se passe? Je vais raconter un peu le pitch de L'intuition. En fait, l'idée, j'ai fait un parallèle avec l'histoire en fait, de cette méthode, donc, qui était utilisée à des fins de renseignement extérieures par la CIA. Et donc, moi, j'ai décidé d'en faire une histoire qui tourne autour du renseignement intérieur, cette fois-ci. Donc, c'est un thriller. Okay, c'est l'histoire d'un jeune écrivain new-yorkais qui, un jour, des inconnus qui sonnent à sa porte, quoi, qui sont en costume aussi, comme autrefois les agents de la CIA. Quoi. Sauf qu'eux sont du FBI, et ils lui disent, bah voilà, on a écouté vos interviews et quand vous parlez de votre style d'écriture, et on a compris que vous étiez naturellement intuitif, quoi. Vous avez un accès facile à vos intuitions, et donc on a besoin de vos services. Bon, lui, ne comprend pas ce dont il parle, quoi. Ils disent, bah, écoutez, suivez-nous, et ils l'emmènent en fait à Fort Meade, d'accord, où ils lui font rencontrer donc, l'équipe de Stargate. Elle porte le nom d'une série télévisée, on va dire qu'il y a une série qui portait ce nom-là, il n'y a aucun rapport. Mais le projet initial de la CIA s'appelait vraiment Stargate, quoi. Donc j'ai conservé le nom, quoi. Donc il rencontre les gens de cette équipe qui lui disent, bah voilà, donc on veut utiliser vos services pour le FBI pour retrouver un criminel qui est très recherché et sur lequel on n'a aucun indice. Et donc il y a urgence et on veut utiliser un intuitif, et donc on va vous former à cette méthode pour vous permettre de nous aider à arrêter les criminels. Donc c'est ça le pitch de L'intuition. Et est-ce que le lecteur va trouver, en lisant cet ouvrage, est-ce qu'il va trouver des pistes pour développer son intuition? Ben, je décris la méthode, hein. Maintenant c'est pas un guide, hein. C'est un roman, vous voyez, donc il y a des pistes, je peux pas vous garantir que vous saurez ensuite, vous aurez tous les éléments pour appliquer la méthode, quoi. Sinon il y a un autre livre qui a été publié par Alexis, dont j'ai écrit la préface, et qui s'intitule, je crois que c'est Développer votre intuition. Vous le trouverez facilement en tapant son nom, Alexis Champion, il n'en a pas publié 50. Donc lui décrit en plusieurs détails
la méthode. Et au-delà de la méthode, d'ailleurs, je dirais, enfin moi aujourd'hui, j'utilise la méthode une ou deux fois par an, honnêtement, quand vraiment j'ai besoin d'une information très précise. En revanche, ce qui a vraiment changé pour moi, et ça a changé vraiment des choses dans ma vie, j'ai un chat dans la gorge, c'est de savoir en fait que j'ai, comme tout le monde, de l'intuition, et donc je prête attention en fait aux signaux de mon corps, à ce que je ressens. Là où avant je ne prêtais pas forcément attention. C'est-à-dire avant, quand j'avais une grande décision à prendre, par exemple, parfois j'avais une idée qui me traversait l'esprit, et puis j'en tenais pas compte, parce que je me disais, non, soyons sérieux, listons des critères, hiérarchisons les critères, on va les pondérer peut-être au passage, etc. Et puis en fonction de ça, je prenais une décision bien rationnelle, d'accord, bien cartésienne. Et puis parfois la décision s'avérait mauvaise, et je me disais, ah mince, pourquoi j'ai pas écouté la première idée qui m'avait traversé l'esprit, qui en fait était la bonne, quoi. Donc aujourd'hui, je fais le contraire. Quand j'ai une décision importante à prendre, je ne liste pas des critères. Je me dis, ok, comment je le sens? Et ça marche. Donc aujourd'hui, vraiment, les grandes décisions que je prends, d'ailleurs, je le raconte, je crois, dans la post-face d'Intuitio, c'est comme ça qu'on a choisi notre maison, par exemple, avec mon épouse, quoi. Parce qu'on marchait dans les rues de la ville où on avait décidé d'emménager, qu'on connaissait très peu, quoi. Donc on marchait dans les rues, et un jour j'arrive avec ma femme dans une petite ruelle, et j'ai un sentiment subitement très fort, que ça devait être quand même très agréable de vivre de l'autre côté du mur qui était sur notre gauche. Il y avait un haut mur de 3 mètres de haut, quoi, un mur de pierre, et je sentais que, vivant, c'est ce que je ressentais fortement, ça doit être agréable de vivre de l'autre côté de ce mur, mais je ne pouvais pas voir. J'ai essayé d'escalader le mur, j'ai pas réussi. Bon, j'ai passé mon chemin. Voilà, on continuait de se promener dans la ville. Et puis quelques semaines plus tard, il y a un agent immobilier qui m'appelle et qui me dit, écoutez, je pense avoir trouvé une maison qui répond à vos critères. Je lui dis, ok, donnez-moi l'adresse. Moi, j'étais à Paris encore à l'époque, là c'était en Bretagne. Donc je lui dis, voilà, j'ai hâte de savoir où c'est, de voir à quoi ressemble le lieu. Donnez-moi l'adresse, ayez confiance, je passerai par vous. Il me donne l'adresse. Je vais tout de suite voir sur Google Street, et la maison était de l'autre côté du mur. On l'a acheté sans la visiter, c'était pas nécessaire, c'était évident. Encore l'intuition. Pardon? Encore l'intuition. Oui, mais c'était évident, parce que j'avais reconnu le signal. J'avais appris à reconnaître comment ça se manifeste dans mon ventre, en l'occurrence, l'intuition. Donc je sais faire la différence entre une intuition et une idée saugrenue, une peur ou autre qui me traverse l'esprit, ce qui arrive évidemment comme tout le monde, et qui n'est pas l'intuition. Donc aujourd'hui, quand j'ai une intuition, je sais que c'est de l'intuition, j'ai plus de doute, quoi. Donc évidemment, c'est pratique, quoi. Sur le plan général, est-ce que vous pensez qu'il est possible de capter des informations très précises sur des lieux et des événements qui se passent à l'autre bout du monde? Oui, tout à fait. En fait, par rapport à l'intuition, le temps et l'espace n'existent pas, ce qui me troublait aussi beaucoup au début. Je me souviens d'une séance avec Alexis Champion où je devais travailler non plus sur un lieu, mais sur un événement, d'accord, un événement mystère. Et je me souviens de cette session, en fait, où très vite je capte des éléments, donc je capte de l'eau, je vois beaucoup d'eau, d'accord, je perçois de la chaleur, il y a de l'eau, il fait chaud, très vite je capte une présence humaine, et puis je sens qu'il y a beaucoup de gens, puis j'entends de la musique, okay, de la musique, et puis je perçois des mouvements, et je perçois un lien avec la musique, et je comprends que c'est une danse. Donc, ok, ce sont des gens qui dansent, très bien. Et puis je capte aussi des odeurs de nourriture, donc je comprends que, enfin j'en déduis, interprétation, que c'est une fête, c'est probablement une fête, mais c'était très précis, quoi. Vraiment de la musique, des danses, des victoires, voilà, c'était une fête. Et puis qu'est-ce que je capte aussi? Je capte de la peur, subitement, je capte l'émotion de ces gens-là. Et donc là je me dis, bon, là c'est une incohérence, parce que quand on fait la fête en général, on n'a pas peur, n'est-ce pas? Ou quand on a peur, on ne fait pas la fête, quand on danse pas. Donc voilà, bon, la session se poursuit, mais bon, je m'arrête en me disant il y a un problème, quoi. Et donc j'écris mon résumé, il faut toujours écrire un résumé, parce que ça fait foi quelque part, quoi, d'accord. Donc j'écris mon résumé, et puis Alexis me révèle l'événement en question, et c'est l'arrivée de Bougainville à Tahiti. Et ma culture historique était assez limitée sur ce point, moi j'avais aucun détail là-dessus, je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement, donc il me le dit, quoi. Il me dit, en fait, quand Bougainville est arrivé à Tahiti, je crois que c'est au XVIIe siècle, eh bien en fait, c'était pas les premiers occidentaux à arriver par la mer, d'accord. Les Anglais étaient arrivés avant, et qu'est-ce qu'avaient fait les Tahitiens? Ben, ils avaient sauté à bord de leur pirogue, ils avaient encerclé les navires anglais, puis ils avaient attaqué, quoi. Ils avaient projeté des pierres ou des flèches ou je sais plus quoi.
Sauf que, évidemment, les Anglais étaient mieux armés, vous l'imaginez, donc ils avaient répondu à coups de boulets de canon, ça avait été un carnage, quoi. D'accord. Donc, quelques temps plus tard, ce sont les Français qui arrivent avec Bougainville à bord au large de Tahiti. Eh bien, les Tahitiens ont eu super peur, paraît-il, parce qu'ils se souvenaient des Anglais, quand même. Ça avait laissé un mauvais souvenir, comme vous l'imaginez. Et donc là, ils se sont dit, ok, il faut qu'on s'y prenne différemment cette fois-ci. Et ils ont l'idée incroyable d'organiser une fête pour accueillir donc ces étrangers qui débarquent à nouveau, en se disant, mais finalement, si on organise une grande fête pour eux, ils vont peut-être nous épargner, quoi. Ils vont peut-être nous laisser la vie sauve. Donc ils ont organisé cette fête avec la musique, des victuailles, mais c'est la peur au ventre qui dansait, quoi. Vous voyez, j'avais aucun élément me permettant de capter ça, quoi. C'est à l'autre bout du monde, hein, Tahiti, et c'était il y a quelques siècles. Donc l'information, elle traverse le temps et l'espace pour venir à vous. C'est assez extraordinaire. Et merci Laurent. Il me reste 2 questions à vous poser avant de donner la parole au public. Alors une question un peu sur la sophrologie. Est-ce que la sophrologie et l'intuition sont compatibles ? Mais oui. D'ailleurs, je pense que les sophrologues, comme beaucoup de thérapeutes, d'ailleurs, sont des intuitifs. Pour moi, un bon sophrologue est un intuitif qui comprend le corps, qui comprend les informations véhiculées par le corps. Et la sophrologie travaille beaucoup sur le corps, d'ailleurs. Et c'est dans le corps que se manifeste l'intuition. Bien, on va terminer par votre dernier ouvrage, Le Réveil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dernier livre qui est sorti il y a combien ? 1 mois à peu près ? Oui, c'est ça, il y a 1 ou 2 mois. Alors, c'est très différent des livres que j'écris habituellement. On n'est pas dans le développement personnel cette fois-ci ou la psychologie. C'est un livre qui traite d'un thème sociétal. En fait, c'est un livre qui retrace l'histoire de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, en fait, appelée plus communément la manipulation des masses. D'accord, donc je peux vous en dire quelques mots si vous voulez. Tout a commencé dans ce domaine en 1917, donc il y a un petit peu plus d'un siècle, un peu plus de 100 ans. En 1917, en plein pendant la Première Guerre mondiale, et ça se passe aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Il y a un président américain, Woodrow Wilson, qui vient de se faire réélire, et il s'est fait réélire sur un slogan qui était « He kept us out of war », ce qui veut dire donc qu'il nous a gardés, il nous a maintenus hors de la guerre. D'accord ? Sauf que depuis, il a changé d'avis, comme souvent les politiques, n'est-ce pas ? Et il aimerait entrer en guerre. Il aimerait que les États-Unis entrent en guerre. Sauf qu'il était un peu gêné aux entournures, parce qu'il s'était fait élire sur cette promesse, d'accord ? Donc il veut trouver le moyen de retourner l'opinion publique. Et comment s'y prendre ? Il sait pas trop, en fait. Donc il réunit des gens et il décide de créer une commission qui s'appellera la commission Krill, du nom du journaliste qui l'a dirigé. Donc il crée une commission qui vise à réfléchir à des moyens d'influencer en fait, les gens pour qu'ils changent complètement d'avis, d'accord ? D'opposer à la guerre telle que l'était fermement le peuple américain, eh bien il réclame l'entrée en guerre des États-Unis. D'accord ? Et donc cette commission a une composition assez bizarre, puisque c'est pas des hauts fonctionnaires comme souvent dans les commissions ministérielles, d'accord ? Ce sont des publicitaires, ce sont des artistes, des illustrateurs, et puis un psychologue qui se trouve être le neveu de Freud, celui que je citais tout à l'heure, donc Edward Bernays, d'accord ? C'est le neveu de Freud. Lui-même spécialiste en psychologie. Donc ces gens-là réfléchissent à comment retourner l'opinion publique, et puis ils ont des idées très très pertinentes, basées toutes sur des mensonges en fait. Donc on va mentir aux gens, leur raconter n'importe quoi, et on va diffuser ces fausses informations avec la complicité plus ou moins consciente de la presse, hein, d'accord, des journalistes qui vont divulguer dans la population des informations totalement bidons, comme par exemple cette histoire de soldats allemands qui auraient embroché des bébés belges sur leurs baïonnettes, d'accord, des trucs horribles. Et en fait, l'idée est d'insuffler des émotions dans la population, puisqu'on sait en fait que lorsque on a des émotions, et si possible des émotions fortes, en fait la couche limbique du cerveau est suractivée et prend le dessus sur le néocortex, qui est le siège de la pensée, d'accord. Quand on est, vous et moi, on a un sujet à des émotions fortes, en fait, on réfléchit plus tout à fait rationnellement, d'accord. La peur devient notre maître quelque part. Donc, il voulait beaucoup jouer sur les peurs
Donc il y a cette histoire des bébés belges, mais il y en a eu plein d'autres. En fait, il racontait des tas de trucs horribles pour choquer les gens et leur faire peur, surtout. Mais à partir du moment où ils ont fait peur, il y a aussi la complicité des artistes, parce qu'ils ont finalement sollicité les artistes pour relayer toutes ces informations, pour prendre la parole. Ils organisaient des réunions avec les artistes. Ils ont été même jusqu'à faire des affiches. Ils ont été jusqu'à réaliser des films, des longs métrages. Il y avait des gros moyens, évidemment. Il y avait l'État derrière. Vous voyez, donc c'était l'argent des gens d'ailleurs qu'il fallait manipuler, quoi. Donc ça a marché, quoi. Et en effet, au bout d'un moment, les gens étaient révoltés et réclamaient l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc les États-Unis sont entrés en guerre avec l'assentiment du peuple. C'est vrai que vous avez décrit cela parfaitement. Et ça se passe avec la Russie, l'Ukraine. Vous avez sorti le livre avant la guerre. Et on retrouve tout ce que vous décrivez, on le retrouve actuellement dans les actualités. Oui, parce que j'ai écrit ce livre en fait en très peu de temps. Je l'ai écrit l'été dernier, en 3 mois. En fait, j'étais en train d'écrire mon prochain livre, et puis je me suis interrompu parce que j'avais envie d'écrire ça. D'accord, c'était lié à l'actualité. Donc, j'ai écrit en 3 mois, en juillet, août, septembre. Donc, en effet, avant la guerre en Ukraine, même si dans le livre, il y a des éléments en effet qui font écho à ce qui se passe aujourd'hui, qui n'avait pas encore lieu. Donc bref, on est toujours aux États-Unis, la guerre se termine, et là nous avons notre Edward Bernays qui se dit quand même, c'est quand même assez génial ce qu'on a réussi à faire, quoi. Ben moi je vais continuer, se dit-il, mais je vais continuer cette fois-ci, non plus au service de l'État, la commission a pris fin, d'accord, elle a été dissoute, ben, je vais continuer au service du privé. Et au service de qui? Ben, de grandes multinationales américaines. Et donc il a créé une société qu'il a nommée, je crois, agence de relations publiques. C'est un terme qui est passé dans le langage courant aujourd'hui. Il y a plein d'agences de relations publiques dans le monde. Et c'est lui qui a inventé le terme à l'époque, pour la petite histoire. Donc il se voit confier des missions par des multinationales, par exemple à United Fruit Company, une société d'agroalimentaire, comme son nom l'indique, qui avait des intérêts très importants économiques au Guatemala, un petit pays d'Amérique centrale, qui venait d'élire un nouveau président démocratiquement élu, hein, d'accord. Sauf que ce président avait pris des décisions qui gênaient profondément les intérêts de cette multinationale américaine. Et donc ils ont mandaté Edward Bernays et son agence pour faire quelque chose, quoi. Et donc lui a l'idée, une fois de plus, d'utiliser l'opinion publique américaine, donc de manipuler les gens, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a diffusé encore de fausses informations avec l'aide de la presse. Alors pour ça, il offrait des voyages aux journalistes, y compris au Guatemala, enfin voilà. Puis après, les journalistes étaient plus conciliants pour diffuser des informations, quoi. Et en l'occurrence, il faisait croire que le président démocratiquement élu était en fait un dangereux communiste qui menaçait la survie des États-Unis, quoi. Donc là aussi, il y a plein de fausses informations, des affiches et surtout des informations alarmantes qui distillaient la peur. Une fois de plus, il fallait jouer sur la peur des gens. Et les gens se sont mis à avoir vraiment très très peur du Guatemala. Ça peut sembler ridicule, mais c'est vrai, quoi. Et à partir de là, les gens ont exigé du gouvernement américain d'agir, de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, au bout d'un moment, quand ça correspond à vraiment la volonté du peuple, le gouvernement doit agir, doit en tenir compte quelque part. Donc la CIA a fomenté un coup d'État et on a renversé ce président au Guatemala. On a mis une junte militaire au pouvoir. Ça a généré une guerre civile qui a duré 40 ans. Il y a eu 400 000 morts. Mais c'est pas grave parce que la United Fruit Company a retrouvé tous ses intérêts. Donc tout s'est bien passé. Et les Américains étaient très contents de s'être débarrassés de ce méchant communiste qui les menaçait, quoi. Donc voilà, ça a continué. Il y a plein d'histoires comme ça. J'en cite quelques-unes dans le roman, quoi. Et puis en fait 100 ans plus tard, Bernays est mort, hein, il est mort dans les années 90, mais ça continue évidemment. Ces idées sont toujours, enfin c'est pas ces idées, ces techniques, hein, de manipulation des foules sont toujours utilisées. Donc aujourd'hui elles sont même enseignées dans les prestigieuses universités américaines qui forment les futurs dirigeants des multinationales. Et puis dans le reste du monde, en fait, elles sont enseignées à des chefs d'État, des chefs de gouvernement, un peu partout dans le monde, d'ailleurs par des grands cabinets américains, comme par exemple McKinsey, dont vous avez peut-être entendu parler, quoi. Et McKinsey qui fait ça, donc c'est aussi le métier, d'accord, pour retourner l'opinion publique ou préparer à certaines décisions. Par exemple, McKinsey a été mandaté par une entreprise américaine pharmaceutique dont vous avez peut-être entendu parler, Johnson & Johnson. Ils font un vaccin qui s'appelle Janssen, je crois, un vaccin anti-Covid. Donc ils ont été mandatés il y a quelques années maintenant par Johnson & Johnson pour travailler sur un médicament antidouleur à base d'opiacés qui était commercialisé aux États-Unis, mais la FDA, la Food and Drug Administration, avait décidé de le réserver aux adultes
Pourquoi? Parce que il y avait un risque de dépendance. Et on sait que les ados deviennent beaucoup plus facilement dépendants que les adultes. D'accord? Donc la FDA va dire, OK, on référence le médicament, on lui donne une AMM, autorisation de mise sur le marché, mais on la réserve aux adultes. Et ça gênait beaucoup les intérêts de Johnson & Johnson, qu'évidemment le marché était beaucoup plus grand si on pouvait l'étendre aux ados. Donc ils ont mandaté McKinsey pour influencer la FDA et obtenir d'eux qu'ils référencent ce médicament pour les ados. Donc McKinsey a réfléchi à une stratégie d'influence et puis ils sont parvenus en effet à faire référencer ce médicament. Sauf que Johnson & Johnson savait que ça allait rendre les ados addicts, d'accord? Et donc il fallait aussi anticiper ça. Et donc ils ont mandaté McKinsey à nouveau pour réfléchir à une stratégie de manipulation des médecins, en fait, pour que les médecins sachent quoi répondre quand les papas et les mamans de ces adolescents allaient leur dire « J'ai quand même l'impression que mon enfant devient accro à ce pédoc, est-ce que c'est normal ?» Et donc McKinsey a réfléchi à un argumentaire à destination des médecins, donc des milliers de médecins dans tous les États américains, pour que les médecins puissent à ce moment-là répondre aux parents « Non, vous en faites pas, votre enfant n'est pas dépendant, c'est juste que le produit est sans doute sous-dosé, donc c'est pour ça qu'il réagit comme ça, donc ne vous inquiétez pas. » Donc le bilan, c'est à peu près 450 000 morts, d'accord ? Donc évidemment, il y a 49 États américains qui ont fait un procès à Johnson & Johnson, donc les procès sont encore en cours. Donc certains ont déjà abouti à plusieurs milliards de dollars d'amende, de pénalité pour Johnson & Johnson. Donc c'est un peu grave pour eux, mais vous en faites pas, parce qu'ils se sont pas mal refaits depuis avec les vaccins anti-Covid. McKinsey, quant à lui, a fait un chèque de 576 millions de dollars pour se libérer de... Alors, je ne sais plus si au pénal ou au civil, on a le droit aux États-Unis de faire un gros chèque, et puis comme ça, on n'est plus inquiété. Donc, il a fait un chèque de 576 millions de dollars. Donc, en fait, le roman raconte ces choses-là. Et puis surtout, dans le roman, je raconte quelles sont ces techniques de manipulation. Et pourquoi? Parce que mon idée était de se dire que si on les connaît tous et toutes, mais en fait, ça permet un peu de se prémunir de ces manipulations, parce que quand on comprend ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Donc pourquoi je ressens subitement des peurs, pourquoi il se passe des choses en moi qui me donnent des envies que je n'avais pas avant, quoi. À ce moment-là, si on les voit venir, du coup, on peut se retrouver notre liberté, quoi. Donc c'était mon souhait en publiant ce livre. Merci Laurent, mais vous avez fait une petite indiscrétion en parlant. Vous avez laissé entendre que vous aviez un roman sur le feu. C'est bien vrai ça? Je sais que ça ne vous plaît pas la question, mais... Je sens, mon cher Alain, que vous aimeriez un scoop, c'est ça? Mais je suis très secret, je vous l'ai dit, à part ma femme, personne n'est au courant de ce que j'écris, moi j'espère. Donc je n'en saurai pas plus. Mais c'est vrai que je suis en train d'écrire un roman, mais c'est pas pour tout de suite, hein, donc c'est pas pour 2023, voilà, si tout se passe bien, mais comme vous le savez, je me mets jamais d'objectif, d'impératif, donc il sera prêt quand il sera prêt. Très bien, on va passer la parole au public s'ils ont des questions. Vous disiez que vous aviez une sensation, que vous, au niveau du ventre, vous aviez votre intuition. Comment vous arrivez à distinguer, vous dans votre corps, entre la peur et l'intuition? C'est une super question. Et je vous remercie d'avoir posé. Parce que, en fait, si on ne se pose pas cette question, on peut se pourrir la vie, en fait, avec l'intuition. Et oui, parce que si vous confondez vos peurs et vos intuitions, vous ne monterez plus jamais dans un avion, par exemple. D'accord, il y a un certain nombre de choses que vous ne ferez plus dans votre vie, parce que c'est assez banal d'avoir peur avant de prendre l'avion. Et si vous vous dites « Ah, mais c'est peut-être une intuition qui va tomber », vous ne monterez plus dans l'avion, d'accord. Bon, ceci étant dit, j'ouvre une parenthèse, il paraît, j'ai pas pu vérifier l'information, d'habitude je vérifie scrupuleusement les infos avant de les divulguer, mais bon, là, je vous précise que j'ai pas vérifié. On m'a dit que les compagnies aériennes, elles enregistrent à chaque vol évidemment ou presque des annulations. C'est toujours des gens malades par exemple, d'accord, donc c'est normal. Et il paraît que quand un avion se crache, ça correspond à des vols qui comprennent le plus d'annulations. Ce qui voudrait dire que ce sont des gens qui ont eu l'intuition qu'en effet il allait se passer quelque chose et ça leur a coupé l'envie de monter à bord. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Et donc il faut en effet distinguer entre peur et intuition. Et bien en fait, la grande différence est que l'intuition part du corps pour monter à votre cerveau, quelque part, d'accord ? Et la peur fait exactement le chemin inverse. La peur, enfin, sauf qu'il y a celle qui correspond à un danger réel, bien sûr, hein. Mais la peur qui est une création de l'esprit, bien, elle naît dans votre cerveau, d'accord ? Vous faites peur vous-même, et ça peut se traduire dans le corps, d'accord ? Quand on a, je sais pas, quand on a peur de parler en public, par exemple, on se fait un petit film dans la tête comme quoi on va être jugé, etc., que ça va mal se passer, et ça peut se traduire par des tremblements, par la gorge nouée, la bouche sèche, etc., d'accord ? Donc ça se traduit bien dans le corps, mais ça naît dans la tête. L'intuition, c'est le contraire. Donc en fait, il faut un petit peu d'expérience, il faut avoir expérimenté
expérimenter l'intuition. Et quand vous l'avez un peu expérimenté, et bien après c'est très facile de distinguer entre les deux. Merci. La clairvoyance et l'intuition, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou... Je pense que c'est assez synonyme en effet. Je pense que c'est pareil. Je pense que l'intuition, la clairvoyance, même la voyance, la voyance. Bon, moi, dans le passé, il y a très longtemps. La médiumnité aussi. Pardon, oui, la médiumnité, oui, tout ça, c'est un peu pareil. Enfin, la médiumnité, sauf si on entend la médiumnité comme la possibilité de dialoguer avec des personnes disparues. Donc là, c'est différent à ce moment-là. Mais sinon, oui, tout ça, c'est pareil. En fait, voilà, c'est de l'accès à l'information, en fait. Ouais. Je suis d'accord, on ne peut donner aucune explication par rapport à cette intuition. Oui. On ne peut pas apporter... On n'a pas d'explication, mais les faits sont là. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la distinction entre peur et intuition par rapport à l'avion. Ça me rappelle une anecdote, bon, un peu triste malheureusement, mais un jour je partais faire une conférence à Toulouse, donc je devais prendre l'avion, et ma femme me dit « Ah, non, n'y va pas, prends pas l'avion, parce que je me sens super mal. » Et voilà, et en fait, elle a toujours peur quand je prends l'avion. Du coup, je l'ai rassurée comme d'habitude. Je lui ai expliqué que j'avais beaucoup plus de chances de mourir dans ma voiture sur le trajet à l'aéroport qu'en avion. Donc, je l'ai rassurée comme je fais d'habitude. Et puis j'ai pris mon avion. Alors qu'elle insistait en me disant non, mais je me sens super. Ah oui, je me souviens de ces mots. Elle me disait je sens qu'un drame va arriver. Elle me disait pas l'avion va tomber. Elle me disait je sens qu'un drame va arriver. Donc, ne pars pas. Donc voilà, je la rassure, je pars quand même, j'arrive à Toulouse, je donne ma conférence, je crois que c'était à la FNAC Toulouse il y a quelques années, quoi. Et je sors de la conférence et je rallume mon portable et ma femme m'appelle et elle me dit mon père vient de faire un AVC, quoi. Voilà, donc elle avait en effet eu l'information qu'un drame allait se passer. Bon, elle avait fait le lien avec moi parce que je partais, elle s'est dit ben voilà, ton avion va tomber, quoi. Mais c'était pas l'avion, quoi. Et là on a aussi une illustration du fait que notre cerveau interprète, quoi. On interprète les informations qui viennent à nous de manière assez brute et dénuée de sens, quoi. Un drame, mais je sais pas quoi, vous voyez. Il y avait la dame au fond, Madame. la dame au fond qui posait la question rouge. Ah, désolé, 2 secondes. Ou alors on laisse poser la question à la dame qui a déjà le micro en main et ensuite on vous apporte le micro, ce sera plus confortable pour vous. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de quelque chose que vous écriviez dans la méthode, bête comme chou. Mais moi, ça me faisait penser un peu à l'état du petit enfant. Oui, tout à fait. Voilà, parce que je trouve que les petits enfants sont très intuitifs. Et oui. Du coup, ils laissent arriver les choses comme ça. Et des fois, ils nous disent des trucs. Oui, vous avez parfaitement raison. Et je me disais, finalement, c'est pas bête, c'est parce que eux, ils lâchent prise et ils laissent venir les choses sans intellectualiser tout. Oui, parce qu'on a moins éduqué leur cerveau, on leur a pas encore appris qu'il fallait à tout prix réfléchir, être sérieux, concentrer, etc. Du coup, ils écoutent leurs intuitions sans se poser de questions. J'ai même un exemple personnel par rapport à ça. Il y a des années, ma fille aînée devait vendre des tickets de tombola pour la kermesse de l'école. Donc, papa, maman, est-ce que vous m'achetez un ticket? Mais oui, ma chérie. Donc on lui prend son carnet à souche et puis on s'apprête à remplir le talon du premier ticket. Et là elle nous arrête et dit non, je vais choisir le ticket gagnant. Pas contrariant, d'accord ma chérie, pas de problème. Là elle tourne les pages et puis elle dit voilà c'est celui-là qui va gagner. Ok, on remplit le talon de celui-là, on prend le ticket, quoi. Et puis c'est celui-là qui est le gros lot. Ce qui nous semblait, nous, totalement irrationnel, en fait, c'était juste de l'intuition, et en effet, les enfants y ont facilement accès. Alors, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si l'intuition se révèle que quand on est éveillé. Je pense qu'on a tous cette capacité, mais en tout cas, il faut s'éveiller à l'intuition, et pour moi, mais ça, c'est mon sentiment, c'est qu'il est nécessaire d'y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, bon, déjà, vous ne ferez rien de l'intuition qui vient à vous, quand même, d'accord? Vous n'en ferez rien, parce que si vous n'y croyez pas, si vous ne pensez pas à cette capacité, vous aurez l'information, mais ignorant que vous l'avez, vous n'en tiendrez pas compte, donc vous n'en ferez rien, et donc vous pourrez même affirmer ensuite que vous n'avez jamais eu d'intuition. Et puis peut-être aussi, mais ça c'est une supposition, j'en sais rien, mais c'est mon sentiment, que si vous n'y croyez pas, c'est comme pour tout dans la vie, en fait, vous fermez le tuyau, quoi, vous voyez, donc quelque part vous bloquez l'accès à vos intuitions. Donc je pense que pour moi, il faut juste en être convaincu.
savoir que ça existe, être convaincu que vous avez cette capacité, comme tout le monde, et à partir de là, voilà, entre guillemets, le miracle peut opérer, quoi. Oui, oui, mais en fait, ma question, c'était plus... est-ce qu'on peut le vivre aussi en étant dans un demi-sommeil ou en face du sommeil profond et voilà, et se réveiller avec cette intuition ou vraiment être entre deux, entre l'éveil et le sommeil? Bah, écoutez, votre question est hyper pertinente parce que la réponse est oui, un grand oui. Moi, j'ai remarqué que le moment de la journée où j'ai le plus facilement accès à l'information intuitivement, c'est en effet au réveil. Quand je suis dans un état entre deux eaux, vous voyez, où je suis un peu réveillé, mais encore quand même pas mal endormi. Donc voilà, je ne suis pas complètement conscient ni complètement endormi, vraiment entre les deux. Et là, il suffit que je pose une question et j'ai la réponse, quoi. C'est juste magique, ça coule. Voilà, vous posez des questions que vous posez, les questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses dans n'importe quel domaine. Une fois de plus, toute information est accessible par l'intuition, mais vraiment n'importe quelle information. Vous posez la question et les réponses viennent. Merci. Je vous en prie. Ok, autre question, madame? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle beaucoup d'éveil des consciences ou d'ouverture des consciences. D'ailleurs, je trouve que le roman y contribue. Est-ce que pour vous, c'est un accès à cette intuition? Est-ce que l'intuition, c'est le langage de cette ouverture de conscience? Et finalement, quel regard vous portez sur tout ça? Oui, je pense que votre remarque est intéressante. Il y a un lien. En effet, l'éveil des consciences, c'est aussi l'éveil à sa propre intuition. Mais on parle en ce moment beaucoup d'éveil de conscience par rapport aux difficultés écologiques. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que quand on est en contact avec son intuition, on peut sentir intuitivement qu'il y a certaines choses qui sont pas normales, ou vous voyez, ou que certains de nos choix de consommation ou ceux qu'on pourrait avoir en fait sont peut-être pas très justes, vous voyez. Donc ça peut nous amener en effet à décider en conscience de ce qu'on va consommer, de est-ce qu'on va faire tel voyage ou pas, etc. Donc oui, complètement, tout à fait. Je pense que l'éveil des consciences va de pair avec l'entrée en contact avec ses intuitions. Et finalement, est-ce que sa place c'est dans le cerveau? L'intuition? Ou la conscience? Ah, la conscience. Ah, je l'ai longtemps cru. J'ai longtemps cru, comme certains scientifiques d'ailleurs, que la conscience était un peu un sous-produit du cerveau et émergeait lorsque le cerveau, dans son développement, atteignait un certain niveau de complexité. C'est l'une des hypothèses scientifiques. Et aujourd'hui, je pense que non. Je pense que notre conscience est tout à fait indépendante du cerveau, ce qui expliquerait notamment les fameuses EMI, vous savez, les expériences de mort imminente, avec ces témoignages qui sont tous convergents de personnes qui ont frôlé la mort, par exemple, parce qu'elles se sont retrouvées dans le coma suite à une maladie ou un accident, et qui toutes décrivent voilà, ce tunnel, la lumière, l'amour, etc. Enfin, tous les témoignages convergent. Mais à mon avis, c'est juste que leur conscience a quitté leur corps, quoi. Est-ce que du coup ça m'évoque, est-ce que vous captez une information dans l'intuition ou est-ce que la conscience se déplace quelque part? Oui, je me suis aussi posé la question, je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que ma conscience s'est déplacée à Tahiti pour avoir l'information du chemin. J'en ai discuté avec Alexis Champion, qui lui pense plutôt qu'on baigne dans l'information. D'accord, donc l'information, elle est là en nous, et elle arrive à notre conscience. C'est amusant parce que j'ai fait un geste vers le cerveau, parce que je suis encore influencé par cette vision. La conscience est un sous-produit du cerveau, mais l'information arrive à notre conscience en passant par le subconscient quelque part et par le corps. C'est peut-être pas la conscience qui se déplace. Mais en même temps, est-ce que le terme de déplacement signifie quelque chose? Quand on écoute certains physiciens, et notamment certains physiciens quantiques, ils vous disent que finalement l'espace n'existe pas, quoi. Bon, là, on arrive dans des choses très abstraites, mais ils me disent que l'espace, le temps n'existe pas. Il y a des physiciens, il y a même un physicien français qui a réussi à démontrer qu'à l'autre bout de l'univers, le temps s'écoulait, oui, mais s'écoulait dans l'autre sens. Le futur va le passer, c'est Thibaut d'Amour. Joli nom, n'est-ce pas? Un physicien étoile d'or du CNRS. Oui, c'est pas n'importe qui, un grand ponte. Il y a un autre physicien qui a démontré qu'on pouvait agir sur la trajectoire passée d'une particule élémentaire. D'accord? Ça semble délirant qu'on pourra agir sur le passé, quoi.
Donc voilà, certains physiciens, des gens très sérieux aujourd'hui, vous disent que le temps n'existe pas et l'espace n'existe pas. Donc voilà. Merci. Ok, autre question? Oui, une deuxième rang. Bonsoir. Bonsoir. Comment êtes-vous devenu écrivain? Et ma deuxième question serait, en une phrase ou en quelques mots, quelle est la vocation de ce que vous voulez transmettre à travers vos écrits? Alors, la réponse à la première question, c'est en écrivant. Et la réponse à la seconde, qu'est-ce que je veux transmettre? En fait, moi, et c'est ce qui m'a conduit à prendre la plume d'ailleurs, c'est la volonté de partager un certain nombre de choses utiles qui ne s'apprennent pas forcément sur les bancs de l'école, d'accord, que moi j'ai pu acquérir parce que j'étais en recherche pendant au moins 15 ans de ma vie. Et pourquoi j'étais en recherche? Parce que j'étais en difficulté, j'avais des problèmes qui faisaient que j'étais pas heureux, pas épanoui, pas bien dans mes baskets. Donc j'ai cherché des réponses, d'accord, d'abord en lisant beaucoup de choses, pour comprendre comment fonctionnait ma psyché, comment comprendre les autres, pour savoir aussi comment mener ma vie. Moi j'étais très, très maladroit par rapport à ça, d'accord, très handicapé quelque part par rapport à la connaissance de soi, la compréhension des autres. Et puis j'avais plein de problèmes comme des peurs qui me pourrissaient pas mal la vie. Donc j'ai commencé par lire beaucoup, puis me former, puis ensuite être aidé par des thérapeutes qui m'ont accompagné pendant quelques temps. Et puis après j'ai voulu avoir d'autres réponses à un niveau plus spirituel. Donc j'ai rencontré des chamans, un peu toutes sortes de personnes en fait, qui pouvaient m'apporter quelque chose. Il y a une période de ma vie où je me cherchais des mentors, je parcourais le monde. En plus, je n'avais pas de conscience écologique à l'époque, donc je n'hésitais pas à sauter dans un avion juste pour rencontrer quelqu'un. Et puis au bout d'un moment, quand vous recevez beaucoup, vous dites c'est pas juste, c'est pas fair, comme disaient les Américains, de garder ça pour vous, quoi. Parce qu'il faut passer l'information, elle appartient à personne, vous voyez. Et moi j'ai eu la chance justement de pouvoir me payer ces déplacements, ces rencontres, ces formations, ces thérapies, et tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas accès à ça. Et donc il faut diffuser, il faut partager. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la plume, juste dans un but de partage en fait. Et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, quoi. C'est partager tout ce qui me semble intéressant. Donc, dès que je découvre un truc intéressant, comme l'intuition il y a 7 ans, vous voyez, tout de suite je me dis mais il faut écrire là-dessus, il faut que tout le monde connaisse ça. C'est trop génial. Merci de rendre accessible sous un format de roman très agréable à lire toutes ces informations. Merci. Ok, une dernière question peut-être? Une dernière. Okay. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup effectivement pour tous vos livres, ces belles écritures qui me font du bien. Et une question, c'est que je voudrais savoir si vous avez imaginé des livres pour enfants, justement, pour adolescents, qui pourraient leur permettre de trouver parfois des idées, des solutions à leur questionnement. Alors, on me pose souvent la question. À ce jour, non, voilà. Ça vous a pas échappé. Je le ferai peut-être, sans doute, je sais pas, un jour. En fait, je planifie pas, vous voyez, mes écrits. Je planifie même pas les thèmes que je vais aborder. Il s'impose en moi, j'ai envie de parler de quelque chose, j'ai envie de partager une idée, une technique ou autre. Et je planifie pas, vous voyez. Aujourd'hui, j'aimerais bien, en tout cas, c'est vrai, pouvoir m'adresser aux enfants et aux adolescents, mais aujourd'hui, je m'en sens pas capable. C'est difficile. Oui, j'étais invité dans un collège la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, au début de semaine, pour parler à des élèves de 4e. Et j'ai trouvé ça super dur, en fait. C'est plus dur que de vous parler à vous, parce que vous êtes comme moi, vous voyez, on a le même bagage intellectuel, culturel. Vous parlez à des élèves qui ont 13 ans, c'est pas pareil, quoi, vous voyez. Donc il y a une adaptation qui est nécessaire et qui n'est pas évidente, quoi. Même si j'ai 2 ados à la maison, c'est pas facile, quoi, vous voyez. Donc écrire pour des enfants, ce serait difficile. Voilà, un jour je le sentirai peut-être, à ce moment-là je le ferai, quoi. Mais sinon je ne le ferai pas. Merci. Je peux vous donner un témoignage. Mon fils, quand il avait 14 ans, a lu L'homme qui voulait être heureux. Et donc du coup, ça lui a fait un petit déclic dans sa tête parce qu'il se sentait très mal dans sa peau. Il était très sensible au regard des autres.
Je peux vous dire que ça l'a beaucoup touché. Donc je voulais donner ce témoignage dans la continuité de... Voilà. D'accord, ok, merci. Bien. Ben, merci Laurent pour cet entretien qui a dû passionner tout le monde. Merci Alain, merci à Martine et à toute l'équipe du magazine Naturel qui a organisé ce beau salon. Oui, c'est une sacrée organisation, quand même. Il fallait être courageux pour lancer ça, donc bravo et merci. Et puis merci à vous tous d'être venus nombreux, merci pour votre écoute attentive et votre participation. Voilà, merci à tous.